Lorsqu'un de ses officiers lui demanda ce qui s'était passé à l'intérieur, Napoléon aurait simplement répondu « Vous ne me croiriez jamais ». Ces dernières années, les avancées technologiques dans le domaine de la détection souterraine ont permis aux archéologues et géophysiciens d'explorer des zones jusque-là inaccessibles sous les pyramides d'Égypte. Grâce à des techniques de tomographie par muon et d'imagerie radar de très haute précision, une découverte stupéfiante a été mise au jour, d'immenses structures souterraines, s'étendant à plus de 2 km de profondeur sous le plateau de Gizeh. Ces formations colossales, aux contours géométriques marqués, ne semblent ni naturelles ni aléatoires. Les premières analyses indiquent la présence de galeries, de salles souterraines et de réseaux complexes semblant avoir été façonnés par une intelligence ancienne. Ce qui intrigue davantage les chercheurs, c'est la profondeur vertigineuse de ces structures. À de telles profondeurs, leur construction aurait été un exploit inimaginable même avec les technologies modernes, alors comment une civilisation ancienne aurait-elle pu les ériger? Plusieurs hypothèses émergent, et si les pyramides, loin d'être de simples tombeaux royaux, avaient été bâties sur une civilisation bien plus ancienne, aujourd'hui oubliée. Une société dont les traces ont été effacées par le temps, mais dont les fondations, enfouies sous la pierre et le sable, défient encore notre compréhension de l'histoire humaine. Certains chercheurs parlent d'une civilisation mère, possiblement prédiluvienne, qui aurait précédé l'Égypte pharaonique de plusieurs millénaires. D'autres avancent l'idée que les pyramides auraient été édifiées précisément à cet endroit pour protéger ou marquer ces mystérieuses infrastructures souterraines. Pour l'heure, les investigations se poursuivent avec prudence. Les autorités égyptiennes, conscientes du caractère sensible de telles révélations, maintiennent une certaine réserve quant à la divulgation complète des données. Mais une chose est sûre, ce que nous croyions savoir sur l'origine des pyramides et sur l'histoire de l'humanité pourrait bien être en train de basculer. D'après ce que j'ai lu, je ne pense pas que les pyramides aient été construites par des esclaves ou des extraterrestres. Pour moi, elles sont l'œuvre des Néphilim, des êtres mentionnés dans plusieurs textes anciens, dont la Bible, comme des géants ou des hybrides nés de l'union entre les « fils de Dieu » et les femmes humaines. Ces entités, à la fois physiques et spirituelles, auraient possédé des connaissances avancées, bien au-delà de celles des civilisations humaines de l'époque. Les Néphilim n'étaient pas simplement des géants au sens physique, mais des porteurs d'un savoir ancien, souvent interprété comme divin ou préadamique. Ils auraient été envoyés, ou se seraient imposés, dans les premières civilisations humaines, apportant avec eux des technologies, des mathématiques, des connaissances astronomiques et des capacités de construction que l'humanité ne maîtrisait pas encore. C'est avec ces savoirs qu'ils auraient supervisé, voire directement participé à la construction des pyramides. La précision du positionnement des pyramides, leur alignement avec la ceinture d'Orion, la connaissance géométrique complexe et les matériaux utilisés laissent penser que ces structures ont été conçues avec des moyens bien supérieurs à ceux supposés des anciens Égyptiens. On retrouve d'ailleurs des traces de structures mégalithiques similaires dans d'autres régions du monde, au Pérou, en Mésopotamie, ou encore à Baalbek, toutes partageant des caractéristiques communes, gigantisme, perfection technique et mystère. Selon certaines théories issues de textes apocryphes comme le livre d'Enoch, les Néphilim auraient été bannis ou détruits par une forme de jugement divin, mais leur héritage serait resté ancré dans les monuments qu'ils ont laissés derrière eux. Les pyramides ne seraient donc pas simplement des tombeaux ou des temples, mais des balises, des centres d'énergie, voire des artefacts conçus pour interagir avec des forces cosmiques. En somme, croire que les pyramides ont été construites uniquement par des mains humaines revient à ignorer l'ampleur du mystère qui les entoure. Les Néphilim, en tant qu'anciens bâtisseurs oubliés ou effacés des récits officiels, offrent une explication cohérente pour ceux qui regardent ces monuments comme des œuvres qui dépassent l'entendement technologique et spirituel de leur temps. Certains voient dans les pyramides un héritage du passé. D'autres, un avertissement pour le futur. Une théorie particulièrement troublante suggère que les pyramides, notamment celle de Khéops, ne seraient rien d'autre qu'une horloge cosmique, un calendrier gravé dans la pierre, annonçant la fin d'un monde. L'idée prend racine dans l'analyse détaillée des dimensions internes de la pyramide. Des chercheurs alternatifs affirment que les longueurs des couloirs,
les hauteurs des chambres, et même les pentes des galeries correspondent à des unités de temps. Chaque pouce, chaque coudée royale représenterait une année, une étape, un cycle. La pyramide devient alors un livre temporel, où les couloirs sont des pages et les chambres des événements. Cette lecture commence souvent au niveau de l'entrée, que certains appellent le point zéro. Ensuite, chaque section représenterait un moment clé dans l'histoire de l'humanité, guerre, effondrement, renaissance. Et à l'approche de la chambre du roi, le point culminant, le calendrier semble converger vers une date future, une date précise, mais dont l'interprétation varie. Certains calculs, notamment ceux issus de lectures ésotériques datant du début du XXe siècle, pointaient vers l'année 2001. D'autres, corrigeant certaines approximations, suggèrent une échéance plus proche de 2033 ou même 2045. Ces dates, selon les interprétations, marqueraient la fin d'un cycle, pas nécessairement l'anéantissement, mais une transformation radicale du monde connu. Mais cette théorie ne s'arrête pas là. Des textes anciens comme le livre des deux voies ou certaines stèles oubliées mentionnent des jours de retour, des périodes de jugement ou de réalignement entre la Terre et le cosmos. La pyramide, selon ces textes, aurait été érigée comme un repère éternel, un point fixe dans l'espace pour aider les futurs humains à retrouver leur place dans le cycle. Le lien avec Orion, la constellation associée à Osiris, dieu de la mort et de la renaissance, renforce cette lecture. Lorsque certaines étoiles d'Orion s'alignent avec la pyramide, cela correspondrait à un moment de passage, une fenêtre vibratoire entre deux âges. Les plus mystiques parlent d'un basculement énergétique mondial, d'un changement de polarité spirituelle. Les plus pragmatiques y voient un avertissement, des catastrophes climatiques, géologiques ou même sociales, déjà en cours, auraient été prévues depuis des millénaires, enregistrées dans la géométrie sacrée des blocs de Gizeh. Il existe même une variante plus radicale de la théorie, selon laquelle la pyramide serait un dispositif d'activation, conçu pour se déclencher à une date précise, lors d'un événement céleste majeur. Certains y voient une machine dormante, d'autres une mémoire vibratoire qui s'ouvrira lorsque le monde en aura le plus besoin. Rien n'a été prouvé, bien sûr. Mais le fait demeure, la pyramide de Khéops n'est pas un tombeau comme les autres. Sa fonction véritable reste inconnue. Et le temps, ce compagnon silencieux, continue de courir dans ses galeries, dans ses angles, dans ses ombres. J'ai cette théorie un peu folle, mais plus j'y réfléchis, plus elle me semble cohérente. Et si le fonctionnement même de l'économie de l'Égypte antique reposait sur le rythme du Nil, non seulement comme source de fertilité, mais aussi comme moteur d'organisation sociale et politique? Chaque année, le Nil débordait de ses rives, inondant les terres agricoles. Ce phénomène, à la fois attendu et redouté, permettait des récoltes abondantes une fois les eaux retirées, grâce à la couche de limon riche en nutriments qu'il laissait derrière lui. C'est ce cycle naturel qui assurait la prospérité du pays. Mais il avait aussi un revers. Pendant la période des crues, il était tout simplement impossible de cultiver. Des milliers de paysans, temporairement privés de leur activité principale, se retrouvaient inoccupés. Et dans un État centralisé comme l'Égypte, cette inactivité représentait un double risque, d'un côté, une population oisive pouvant devenir instable, et de l'autre, une mauvaise répartition des ressources, avec un État riche mais un peuple sans revenus durant plusieurs mois. La solution, aussi ingénieuse que subtile, aurait été d'organiser d'immenses chantiers publics pendant cette période d'inactivité agricole. Ainsi, les ouvriers du sol devenaient bâtisseurs, mettant leur force et leur savoir-faire au service de l'État. Non seulement cela leur assurait une rémunération, mais cela permettait aussi de redistribuer indirectement les excédents de richesse générés par l'agriculture. Une forme primitive mais redoutablement efficace de politique économique contracyclique. Au début, ces projets prenaient la forme de constructions symboliques, tombeaux majestueux, pyramides, temples dédiés aux dieux et aux pharaons. Des œuvres qui cimentaient l'identité collective, qui rappelaient à tous l'unité du royaume et la puissance divine du souverain. Ces monuments n'étaient pas seulement des lieux de culte ou des sépultures. Ils étaient aussi les témoins visibles de la cohésion nationale, bâtie par le peuple et pour l'éternité. Puis, avec le temps, l'État aurait orienté ses efforts vers des travaux plus fonctionnels,
canaux, digues, bassins de rétention, systèmes d'irrigation complexes. Des infrastructures capables de réguler les crues, d'augmenter les surfaces cultivables et de garantir des récoltes plus prévisibles. La main-d'œuvre disponible pendant les crues, déjà organisée, pouvait être mobilisée facilement pour ces tâches, optimisant l'usage du temps et des ressources humaines. Ce modèle, à la fois pragmatique et visionnaire, aurait permis à l'Égypte ancienne de connaître une stabilité exceptionnelle pendant des millénaires. Une société profondément liée à son environnement, capable d'en tirer le meilleur tout en maintenant un équilibre social remarquable grâce à un système de gestion des saisons que nous pourrions presque qualifier de pré-industriel. Parmi toutes les théories autour des pyramides d'Égypte, celle de la lévitation sonore figure parmi les plus étranges, et pourtant, elle persiste, soutenue par une poignée de chercheurs, d'ingénieurs, de moines tibétains et même de militaires à la retraite. Leur hypothèse repose sur une question que personne ne parvient à éluder: comment, avec des outils de cuivre, des cordes en chanvre et sans roues, les anciens Égyptiens ont-ils déplacé des blocs de plusieurs dizaines de tonnes sur des kilomètres de désert, puis les ont-ils empilés à des hauteurs vertigineuses avec une précision chirurgicale? La réponse, selon eux, tiendrait dans le son. Ou plutôt, dans l'utilisation de fréquences sonores spécifiques capables de manipuler la matière, une technologie aujourd'hui qualifiée d'acoustiques harmoniques avancée. Certains textes anciens évoquent des chants des prêtres au moment de la construction, des voix du ciel capables de faire flotter la pierre. Bien sûr, l'historiographie classique y voit des métaphores religieuses. Mais certains chercheurs indépendants y ont vu littéralement une technique oubliée, utiliser des fréquences précises, chantées ou générées par des instruments aujourd'hui disparus, pour neutraliser le poids des objets et les faire léviter. Dans les années 1930, un médecin suédois du nom de Jarl, invité dans un monastère du Tibet, aurait été témoin d'une scène troublante. Des moines, munis de grandes trompes et de tambours, seraient parvenus à soulever une pierre massive de plusieurs tonnes jusqu'au sommet d'une falaise à l'aide uniquement du son. Il prétend avoir filmé la scène, mais le film aurait été confisqué à son retour en Europe. Ce récit, aussi controversé soit-il, a inspiré toute une vague d'études sur les propriétés physiques du son. Des expériences modernes ont démontré qu'à très petite échelle, certaines fréquences peuvent effectivement faire léviter de petits objets, gouttes d'eau, billes de polystyrène, poussière. L'effet repose sur des nœuds de pression acoustique créés par des ondes stationnaires. Mais à l'échelle de blocs de granit de 20 tonnes, il faudrait une source sonore d'une puissance titanesque, à moins que les anciens Égyptiens aient maîtrisé une forme de résonance naturelle, exploitant les propriétés acoustiques des matériaux eux-mêmes. Les chambres de la pyramide de Khéops résonnent d'ailleurs à des fréquences spécifiques. Des ingénieurs acousticiens y ont mesuré des ondes stationnaires intrigantes, et certains suggèrent que la structure tout entière a été conçue pour canaliser ces fréquences. Dans ce contexte, la pyramide ne serait pas un simple monument, mais un gigantesque amplificateur sonore. Une autre hypothèse avance que les constructeurs auraient utilisé des pierres sonores, contenant des minéraux capables de vibrer sous certaines conditions. Associés à des sons précis, peut-être chantés par des prêtres ou produits par des instruments perdus, ces vibrations auraient temporairement modifié la densité des blocs, les rendant manipulables. De l'Égypte au Mexique, du Soudan à la Chine, du Cambodge à la Bosnie, une même forme se répète encore et encore, comme une empreinte laissée sur tous les continents, la pyramide. Ce motif architectural universel a longtemps été considéré comme une coïncidence. Après tout, une structure en forme de pyramide est stable, facile à construire et logique. Mais pour un nombre croissant de chercheurs, cette explication ne suffit plus. Ce qu'ils remarquent, ce ne sont pas seulement les formes, mais les ressemblances troublantes dans la symbolique, les proportions, les alignements célestes, et parfois même dans les légendes locales. La théorie suggère qu'un réseau mondial de pyramides, connectées entre elles par un savoir commun, aurait existé dans un lointain passé. Ce réseau aurait servi à synchroniser des connaissances, à harmoniser les relations entre la Terre et le cosmos, ou même à communiquer à distance via des énergies que nous ne comprenons plus. Prenons quelques exemples. À Teotihuacan, au Mexique, la pyramide du Soleil partage presque les mêmes dimensions que celle de Khéops.
Les deux structures sont orientées selon les points cardinaux avec une précision remarquable. Au Cambodge, les temples pyramides d'Angkor Wat s'alignent avec les constellations exactement comme les pyramides de Gizeh le font avec Orion. En Chine, la pyramide blanche de 11 ans, longtemps dissimulée par les autorités, présente un angle et une base similaires à celles de ses cousines africaines. Et ce n'est pas tout, en reliant certaines de ces pyramides sur une carte du monde, certains chercheurs prétendent découvrir des lignes géométriques précises, suivant ce que l'on appelle parfois le réseau sacré ou les lignes de Lei. Ces lignes formeraient un maillage énergétique autour du globe, et les pyramides, selon cette théorie, en seraient les points d'ancrage. Des chercheurs avancent que ce réseau aurait permis aux anciennes civilisations de transmettre des informations, ou de canaliser une énergie planétaire à des fins rituelles, agricoles ou spirituelles. Les pyramides agiraient comme des balises, ou des bornes de calibrage énergétique pour maintenir l'équilibre entre l'homme, la terre et le ciel. Mais cela implique une chose vertigineuse, soit un contact s'est établi entre ces civilisations aujourd'hui dites isolées, soit elles proviennent toutes d'un tronc commun plus ancien, disparu depuis des milliers d'années. Peut-être une civilisation mère, dispersée après un cataclysme, mais qui aurait laissé des repères, des pyramides, comme autant de balises pour l'humanité future. Certains vont plus loin encore, et suggèrent que ce réseau ne servait pas qu'à des fonctions spirituelles, mais technologiques, transfert d'énergie, amplification de fréquences, voire communication intercontinentale à travers des ondes telluriques oubliées. Un Internet antique, gravé dans la pierre et activé par la position des astres. Bien sûr, ces idées sont rejetées par l'archéologie conventionnelle. On parle de coïncidence, de convergence indépendante. Pourtant, les similitudes sont là. Les peuples séparés par des océans ont bâti les mêmes formes, visé les mêmes étoiles, et raconté des mythes presque identiques. Alors peut-être faut-il voir les pyramides non pas comme des structures isolées, mais comme les vestiges d'un réseau mondial, une toile ancienne reliant les civilisations dans un dialogue perdu, un dialogue qui, lentement, commence à ressurgir de l'oubli. Et si les pyramides de Gizeh et le Sphinx avaient été bâtis non pas dans un désert brûlant, mais au bord, voire dans, un vaste plan d'eau? C'est une théorie fascinante, défendue notamment par Graham Hancock, écrivain et chercheur indépendant connu pour ses travaux controversés sur les civilisations perdues. Hancock, dans ses ouvrages comme L'empreinte des dieux, remet en question la chronologie officielle de l'histoire humaine. Selon lui, des preuves suggèrent qu'une civilisation avancée préhistorique, aujourd'hui oubliée, a existé bien avant les grandes civilisations connues. Il s'appuie notamment sur les traces d'érosion hydrique visibles à la base du Grand Sphinx et sur certains blocs des pyramides. Ces marques, selon lui, et certains géologues comme Robert Schoch, ne peuvent pas être dues uniquement au vent ou au sable. Elles ressemblent davantage à une corrosion provoquée par une exposition prolongée à de grandes quantités d'eau, comme celle causée par des pluies diluviennes ou par une immersion partielle. Or, l'Égypte n'a pas connu de telles conditions climatiques depuis au moins 10 000 ans, bien avant la date officielle de construction des pyramides, environ 2500 avenue Jésus-Christ. Cela amène Hancock à une conclusion renversante: les pyramides et le Sphinx pourraient être bien plus anciens qu'on ne le pense, vestiges d'une époque où une civilisation antédiluvienne aurait construit ces monuments titanesques au bord d'un île beaucoup plus vaste, ou même dans un environnement littoral aujourd'hui disparu. Cette théorie s'inscrit dans une vision plus large, celle d'un cataclysme global, peut-être la fin de la dernière ère glaciaire vers moins 10 500, qui aurait anéanti cette civilisation avancée. Les survivants auraient transmis leurs connaissances aux cultures plus récentes, donnant naissance aux grands mythes et aux premières civilisations connues. Il y a des lieux dans le monde où l'on sent que le temps s'arrête, où l'air semble vibrer d'une manière imperceptible mais puissante. Les pyramides d'Égypte font partie de ces endroits. Non pas seulement parce qu'elles sont anciennes, ou gigantesques, ou mystérieuses, mais parce qu'en leur présence, quelque chose change. Certains chercheurs, mystiques et énergéticiens affirment depuis longtemps que les pyramides ne sont pas des bâtiments morts, mais des émetteurs vivants. Selon cette théorie, elles auraient été construites pour capter, amplifier, puis émettre une forme d'énergie non physique, une énergie spirituelle. Ce n'est pas de l'électricité, ni de la chaleur, ni même du magnétisme au sens traditionnel.
C'est une vibration subtile, que l'on pourrait comparer aux ondes mentales ou émotionnelles. Une sorte de champ de conscience, une fréquence qui influencerait l'esprit, l'âme et même le corps. L'idée n'est pas si récente qu'elle en a l'air. Dans les écoles de mystère de l'Égypte ancienne, le mot « Ka » désignait la force vitale, cette énergie invisible qui anime les êtres. Le Ka était nourri par les rituels, mais aussi par les lieux sacrés. Et parmi tous les temples, la pyramide était considérée comme l'instrument le plus pur pour canaliser cette force. Les chercheurs ésotériques avancent que la forme pyramidale concentre naturellement l'énergie terrestre et cosmique en son centre. La géométrie, l'orientation, les matériaux choisis, tout serait conçu pour produire une onde stationnaire à haute fréquence. Certaines études acoustiques ont révélé que des chambres internes résonnent à des fréquences précises, proches de celles utilisées en méditation profonde. Des personnes ayant passé du temps à l'intérieur de la chambre du roi rapportent des sensations étranges, fourmillements dans les membres, montées d'émotions inexplicables, visions, ou encore un profond sentiment de calme ou de détachement du corps. Difficile à quantifier, mais trop fréquent pour être ignoré. On raconte que les prêtres de l'Ancien Empire utilisaient ces fréquences pour soigner, harmoniser ou guider les initiés vers des états de conscience supérieurs. La pyramide ne servait alors pas à accueillir la mort, mais à élever les vivants. À les accorder à quelque chose de plus grand, comme on accorde un instrument à une note parfaite. Certains chercheurs contemporains vont jusqu'à dire que les pyramides seraient des répliques miniatures du champ énergétique terrestre, conçues pour maintenir l'équilibre vibratoire de la planète. Des sortes d'antennes conscientes, ancrées dans des points d'énergie précis, reliées entre elles à travers le globe. D'autres pensent qu'elles émettent encore aujourd'hui, mais que l'humanité a désappris à écouter. Qu'elles envoient des messages, pas avec des mots, mais avec des ondes, des impulsions, qui influencent nos rêves, notre intuition, notre relation au sacré. Le plateau de Gizeh a été exploré, mesuré, photographié sous tous les angles pendant plus de 2 siècles. Et pourtant, malgré les milliers d'ouvrages écrits sur les pyramides, une rumeur persistante revient toujours, comme un souffle dans les couloirs de pierre, la grande pyramide n'a pas encore révélé tous ses secrets. L'idée qu'il reste des chambres inconnues dans le cœur même de la pyramide de Khéops ne date pas d'hier. Déjà au XIXe siècle, certains explorateurs affirmaient que les plans officiels ne reflétaient pas la complexité réelle de l'intérieur. Mais c'est seulement récemment, avec les avancées technologiques, que cette intuition est revenue sur le devant de la scène, plus sérieusement que jamais. En 2017, une équipe internationale de scientifiques a utilisé une méthode innovante, la tomographie par muons, une technique d'imagerie qui détecte les particules cosmiques traversant la matière. Ce procédé, capable de voir à travers les murs, a révélé une anomalie massive au-dessus de la Grande Galerie, un espace vide, de la taille d'un avion commercial. Immédiatement, les spéculations se sont déchaînées. Ce « grand vide », comme on l'a appelé, ne figure sur aucun plan ancien. Aucun accès connu n'y mène. Il est situé bien trop haut pour être une simple erreur de construction. Et surtout, personne ne sait ce qu'il contient. Les chercheurs officiels sont restés prudents, il pourrait s'agir d'un espace technique, d'une zone délibérément laissée vide pour soulager la structure. Mais dans les milieux alternatifs, cette découverte a ravivé une vieille conviction, il existe d'autres chambres, scellées depuis l'Antiquité, contenant des savoirs ou des objets d'une importance capitale. Certains évoquent une salle circulaire, entièrement tapissée de pierres noires, censée contenir un disque gravé d'un langage oublié. D'autres parlent d'un trône de fer, mentionné dans d'anciens textes funéraires, forgé à partir de métal venu du ciel, peut-être un alliage météoritique, réservé aux rituels de passage. Des images radars ont également détecté des anomalies sous les pattes du Sphinx, un autre monument énigmatique situé à proximité. Plusieurs tentatives de creusement ont été annulées ou retardées, pour des raisons jamais clairement expliquées. Certains soupçonnent des pressions politiques, d'autres des blocages d'ordre spirituel, on ne touche pas impunément aux lieux sacrés. La question fondamentale reste en suspens, pourquoi ces chambres ont-elles été scellées? Était-ce pour protéger leur contenu? Ou pour empêcher quelqu'un, ou quelque chose, d'en sortir? Dans la tradition égyptienne, certaines portes n'étaient pas destinées à être rouvertes.
Elles étaient fermées avec des incantations, des pierres rituelles, des symboles protecteurs. Pas pour garder un secret, mais pour enfermer une puissance. Aujourd'hui encore, les autorisations pour percer la Grande Pyramide restent extrêmement rares. Les équipes qui proposent des projets de forage ou d'exploration invasive se heurtent à des refus constants. Comme si une force invisible, politique, religieuse ou autre, empêchait que la dernière étape soit franchie. Tout commence dans les années 1950, en pleine guerre froide. Tandis que les grandes puissances se livrent à une course technologique effrénée, certains documents confidentiels circulent parmi les agences de renseignement les plus secrètes du monde. L'un d'eux, partiellement déclassifié des décennies plus tard, évoque une mission non officielle menée par un groupe d'agents et de scientifiques occidentaux près du plateau de Gizeh. Ce qu'ils cherchaient? Officiellement, rien. Officieusement, quelque chose d'enfoui, d'anormal et de non humain. La théorie selon laquelle les pyramides abriteraient des objets ou des archives d'origine extraterrestre n'est pas née avec les romans ou les films de science-fiction modernes. Elle remonte à bien plus loin. Dès l'Antiquité, des textes font allusion à des « présents venus des étoiles » ou à des « savoirs tombés du ciel » et conservés à l'abri des profanes, dans des « maisons de pierre » gardées par les initiés. Les partisans de cette théorie affirment que les pyramides, ou plus précisément certaines chambres encore non découvertes, pourraient renfermer des artefacts extraterrestres laissés là intentionnellement. Il ne s'agirait pas d'objets perdus par hasard, mais de dépôts délibérés, comme on stockerait des archives dans un coffre-fort indestructible, à l'épreuve du temps et des civilisations. Ce qui alimente cette croyance, ce sont d'abord les zones inexplorées de la Grande Pyramide. Malgré des siècles de fouilles, plusieurs parties de la structure restent inaccessibles. En 2017, une équipe de chercheurs utilisant la technologie de tomographie par muon a détecté l'existence d'une vaste cavité encore inviolée au-dessus de la Grande Galerie. Les scientifiques l'ont appelé « le grand vide », mais n'ont pu en dire plus. Il est impossible d'y accéder sans détruire une partie du monument, ce que personne n'ose faire. Et si ce « vide » n'était pas vide du tout? Et s'il contenait ce que beaucoup soupçonnent depuis longtemps, des objets qui n'ont pas été conçus sur Terre? Des outils, des cristaux inconnus, des fragments d'alliage inconnus ou même, hypothèse encore plus folle, des capsules contenant des informations, des images, une mémoire d'un autre monde. Certains chercheurs alternatifs affirment que la forme même de la pyramide est idéale pour protéger son contenu contre les radiations cosmiques et les séismes. Comme si elle avait été conçue non pour impressionner, mais pour préserver. Des rumeurs persistantes racontent qu'au cours de fouilles secrètes dans les années 1980, une équipe aurait extrait un objet, non identifié, d'une cavité fermée, scellé derrière un mur lisse, sans jointure visible. L'objet n'a jamais été montré au public. Ceux qui ont travaillé sur le chantier ont disparu du circuit académique. Une théorie du complot? Peut-être. Mais le silence autour de cette affaire est total. L'idée est effrayante autant qu'excitante, et si la pyramide était une archive extraterrestre? Et si, au cœur de la chambre que personne ne peut atteindre, attendait un message, un avertissement, une technologie dormant depuis des millénaires, prête à être activée le moment venu? Officiellement, il n'y a rien. Juste des pierres, des couloirs, des dalles. Mais parfois, la vérité n'est pas dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on ne nous laisse pas chercher. Il existe une histoire ancienne, plus vieille que les sables d'Égypte et plus profonde que les eaux de la Méditerranée. Une histoire que les prêtres égyptiens racontaient déjà à Solon, le philosophe grec, bien avant que Platon ne couche ses mots sur le parchemin. Une histoire de gloire et de chute, celle de l'Atlantide. Selon cette théorie, les pyramides d'Égypte ne sont pas le fruit d'une civilisation née sur les rives du Nil, mais l'héritage d'un peuple encore plus ancien, dont la mémoire n'a survécu que dans les bribes de légende, un peuple venu de l'Ouest, englouti par la mer lors d'un cataclysme brutal. Les Atlantes. La version la plus développée de cette idée raconte que lorsque l'Atlantide s'effondra, ses survivants, des sages, des prêtres, des ingénieurs, traversèrent les mers à bord de navires inconnus. Leurs connaissances étaient vastes, astronomie, géométrie sacrée,
médecine vibratoire, énergie libre. En débarquant sur les côtes nord-africaines, ils rencontrèrent des peuples plus jeunes, qu'ils instruisirent, guidèrent, et avec qui ils bâtirent les premières pierres de ce qui deviendrait plus tard l'Égypte. Les pyramides, selon cette théorie, auraient été construites non pas pour glorifier des pharaons, mais pour perpétuer le savoir atlante. Leur architecture dépasse les limites de ce que l'époque permettait, orientation astronomique parfaite, proportion du nombre d'or, compréhension géophysique des lieux. Les Atlantes auraient codé leur science dans la pierre, dissimulant leurs secrets dans des chambres inaccessibles, à l'abri du temps. Des reliefs trouvés à Abydos et à Dendera montrent des figures qui, pour certains, ressemblent à des sous-marins, des hélicoptères ou des machines volantes. Des preuves, pour les tenants de la théorie, que le savoir transmis par les Atlantes dépassait celui du monde antique. Des outils capables de manipuler la matière, des connaissances sur l'énergie, autant de traces d'un âge d'or englouti. Certaines lectures alternatives du Zeptepi, littéralement le premier temps, décrivent une époque mythique où les dieux marchaient parmi les hommes. Les partisans de la théorie atlante voient là une référence à ces survivants, perçus comme des divinités par les peuples locaux. On raconte aussi que sous le Sphinx, enfoui profondément dans le roc, se trouverait la fameuse salle des archives, une bibliothèque de pierres laissée par les Atlantes pour transmettre leur mémoire à l'humanité lorsque celle-ci serait prête. Plusieurs tentatives de détection par radar ont révélé des anomalies souterraines, mais aucune fouille officielle n'a été autorisée. Les académies nient l'existence d'Atlantide, évoquant un mythe philosophique inventé par Platon. Pourtant, les cartes anciennes, comme celle de Piri-Reis, montrent des côtes antarctiques dessinées avant leur découverte officielle. Des ruines submergées, au large du Japon ou aux Bahamas, posent des questions troublantes. Et dans les couloirs sombres de l'archéologie interdite, certains chuchotent que l'Atlantide n'a jamais disparu, qu'elle s'est simplement tue, attendant le moment où l'homme se souviendrait. Alors peut-être que les pyramides ne sont pas seulement des témoins d'un âge ancien. Peut-être sont-elles des phares, dressés par les derniers fils d'un monde noyé, pour rappeler aux futurs bâtisseurs d'où ils viennent, et ce qu'ils ont perdu. Depuis toujours, on imagine que les pyramides ont été bâties bloc par bloc, chaque pierre taillée dans une carrière lointaine, transportée sur des traîneaux, puis hissée à la force des bras. C'est l'image classique, souvent répétée. Mais depuis quelques décennies, une théorie inattendue vient bouleverser cette représentation, et si les pierres n'avaient jamais été taillées, mais moulées sur place. L'idée, à première vue, paraît absurde. Pourtant, elle est soutenue par des ingénieurs et des chimistes, notamment le chercheur franco-américain Joseph Davidovi, qui a développé dans les années 1980 la théorie de la géopolymérisation. Selon lui, les blocs de la pyramide de Khéops ne sont pas du calcaire naturel extrait, mais un béton de pierre reconstitué, fabriqué à partir de matériaux locaux. La recette supposée ? Un mélange d'argile, de chaux, de natron, un sel naturellement présent en Égypte, et d'eau, formant une pâte minérale qui, une fois coulée dans des moules en bois ou en pierre, se solidifiait pour devenir presque indiscernable du calcaire naturel. Cette technique aurait permis de créer des blocs sur place, avec un minimum d'efforts logistiques. Certains indices viennent appuyer cette hypothèse. Des échantillons analysés au microscope électronique montrent des microbules, des inclusions chimiques et des structures cristallines non naturelles, caractéristiques d'un matériau coulé. Par ailleurs, certains blocs montrent une forme irrégulière mais parfaitement imbriquée dans le bloc adjacent, comme si la pierre avait épousé la forme du voisin lors de sa prise. L'intérêt d'une telle méthode aurait été énorme, plus besoin de transporter des blocs gigantesques depuis les carrières de Toura ou d'Aswan. Les ouvriers auraient pu préparer la pâte sur place, la couler dans des moules, la laisser durcir, et ainsi ériger les structures bien plus rapidement et avec une main-d'œuvre moins nombreuse que ce que suppose la version traditionnelle. Mais cette idée soulève une autre question, où est passé ce savoir ? Car si les anciens Égyptiens maîtrisaient une forme de béton minéral, pourquoi n'en a-t-on trouvé aucune recette, aucun moule, aucun outil dédié dans les fouilles ? Davidovi suggère que ce savoir était réservé à une caste d'artisans sacrés, qui ne transmettaient ses secrets que par voie orale. À la chute de l'Ancien Empire, ce savoir se serait évaporé avec eux. Certains spécialistes, bien sûr,
conteste violemment cette théorie. Il rappelle que de nombreuses carrières égyptiennes existent bel et bien, avec des blocs taillés et prêts à l'emploi. Mais les partisans de la pierre artificielle répliquent que cela ne contredit pas l'hypothèse, les deux méthodes ont pu coexister. Certaines pierres auraient été taillées, d'autres fabriquées, selon les besoins, la localisation ou la symbolique du matériau. Il est aussi frappant de constater que d'autres civilisations anciennes, comme les Incas ou les constructeurs de Tiwanaku, semblent avoir utilisé des techniques similaires, pierres parfaitement ajustées, angles impossibles, densité variable. Le savoir de la géopolymérisation pourrait donc être bien plus ancien et plus répandu qu'on ne le pensait. Alors peut-être que la grande prouesse des Égyptiens n'était pas d'avoir déplacé des montagnes, mais de les avoir fabriquées. Non pas en les sculptant, mais en recréant la pierre, bloc par bloc, selon une recette que le sable du temps a presque effacée. Depuis des décennies, une théorie fascinante circule parmi les amateurs d'archéologie alternative. Les pyramides d'Égypte n'auraient pas été construites uniquement par les mains humaines, mais avec l'aide d'entités venues d'ailleurs, des extraterrestres. L'origine de cette hypothèse remonte au début du XXe siècle, à une époque où les découvertes archéologiques bousculaient les certitudes sur les civilisations anciennes. La théorie trouve son essence dans l'observation de la précision impressionnante avec laquelle les pyramides, notamment celles de Khéops, ont été érigées. Les blocs de calcaire, pesant parfois plusieurs dizaines de tonnes, sont assemblés avec une exactitude telle qu'une simple lame de rasoir ne pourrait pas passer entre deux pierres. Pour certains, cette prouesse défie les capacités techniques de l'époque. D'après eux, une civilisation technologiquement avancée aurait dû intervenir. Plusieurs récits anciens sont souvent cités comme indices. Dans certains textes religieux et mythologiques égyptiens, on trouve la mention d'êtres venus du ciel, des dieux qui auraient enseigné aux hommes l'art de construire, de soigner et de lire les étoiles. Ces descriptions, selon les partisans de la théorie, pourraient très bien désigner des visiteurs extraterrestres, interprétés à l'époque comme des divinités en raison de leur apparence et de leurs capacités incompréhensibles. Un élément souvent mis en avant est l'alignement astronomique des pyramides. Elles sont orientées avec une précision étonnante vers les points cardinaux et semblent également alignées avec la ceinture d'Orion. Ce détail alimente la croyance que les bâtisseurs possédaient des connaissances astronomiques bien plus avancées que ce que l'on admet officiellement, ou qu'ils ont reçu ces connaissances d'une source extérieure. Dans les années 1960 et 70, l'essor du mouvement ancien astronaute, popularisé par des auteurs comme Eric von Daniken, donna un nouvel élan à cette idée. Des livres tels que Chariot of the God affirmèrent que les pyramides étaient en réalité des balises, des stations d'énergie ou même des bases d'atterrissage pour des vaisseaux spatiaux. Certains ufologues affirment même que des objets non identifiés auraient été observés à plusieurs reprises dans le ciel au-dessus de Gizeh, en particulier lors d'événements astrologiques importants. Des clichés flous et des témoignages controversés circulent depuis longtemps, entretenant le mythe. Enfin, il y a ceux qui évoquent la possibilité que les pyramides servent encore aujourd'hui à canaliser une forme d'énergie cosmique. Cette énergie aurait été utilisée non seulement pour la construction, mais aussi pour des rituels, des communications interstellaires, voire comme source d'alimentation pour des engins venus d'ailleurs. On raconte que la chambre du roi, située au cœur de la grande pyramide de Gizeh, servait autrefois de lieu d'initiation ultime pour devenir pharaon ou grand prêtre dans l'ancienne religion égyptienne. J'ai lu ça quelque part, il y a bien longtemps, mais je ne saurais plus dire où. Ce qui m'est resté, par contre, c'est le témoignage d'un homme qui, plus récemment, aurait passé la nuit dans cette salle énigmatique. L'obscurité y était totale, au point d'abolir toute perception sensorielle. Il a d'abord été assailli de visions effrayantes, parlant de créatures malveillantes qui l'attaquaient sans relâche. Selon lui, ces entités semblaient se nourrir de sa peur, le poussant aux limites de sa conscience. Puis, après ce qu'il décrivit comme une éternité, les ténèbres se dissipèrent pour laisser place à des silhouettes vêtues de longues robes blanches. Ces prêtres fantomatiques, silencieux mais bienveillants, lui auraient enseigné l'art de la projection astrale, l'aidant à quitter son corps, à s'élever au-dessus de la pyramide et à dériver parmi les étoiles. Il comparait cette expérience à une forme de transe induite par des plantes sacrées comme l'ayahuasca ou le DMT,
mais sans aucune substance. Un autre récit marquant m'a été rapporté par Robert Stanley, un homme qui anime sa propre émission de radio et qui prétend avoir vécu toute une série d'expériences hors du commun. Alors qu'il était encore très jeune, il s'était rendu aux pyramides en Égypte. En remontant la grande galerie, juste avant d'entrer dans la chambre du roi, le guide qui les accompagnait avait frappé le sarcophage avec un maillet en bois. Le son grave et résonnant qui en avait émané avait instantanément provoqué chez lui une sortie de corps violente. En une fraction de seconde, il s'était retrouvé allongé dehors, sur le sable chaud du désert, avant de réintégrer brusquement son enveloppe physique. Sur le moment, il pensait que le guide avait volontairement provoqué cet effet comme une sorte de démonstration spirituelle. Mais en observant les autres visiteurs autour de lui, il comprit qu'il était le seul à avoir vécu cet étrange phénomène. Depuis, Stanley raconte d'innombrables histoires tout aussi étranges à la radio. Parmi ses affirmations les plus étonnantes, il soutient même avoir rencontré Enki en personne, l'une des figures les plus mystérieuses de la mythologie sumérienne. J'ai eu la chance de visiter l'Égypte à plusieurs reprises au cours de ma vie, et jusqu'à récemment, j'ai toujours su que la plus grande des pyramides était celle de Khéops, la fameuse grande pyramide. Ce n'était pas seulement une question de hauteur, c'était un fait ancré dans les livres, dans les visites guidées, dans les esprits. Elle se trouvait au centre des 3 pyramides de Gizeh, reconnaissable entre toutes grâce à la partie de son revêtement d'origine encore visible à son sommet. Mais aujourd'hui, tout semble avoir basculé. Elle n'est plus au centre. Khéops et Khéphren auraient comme échangé leur place. Pire encore, la différence de taille, autrefois évidente, Khéops étant environ 20% plus massif que Khéphren, a disparu. Elle semble maintenant presque identique, séparée de moins de 1% en hauteur. Ce changement n'est pas qu'une affaire d'apparence. Toute la symbolique des pyramides alignées sur la ceinture d'Orion, avec des proportions et des positions méticuleusement calculées pour refléter les étoiles, ne tient plus. L'harmonie céleste qu'on attribuait à cet ensemble semble avoir été effacée ou réécrite. Autre chose m'a choqué. Les pyramides ont toujours été situées près du Caire, cela n'a pas changé. Mais les 3 petites pyramides situées à côté de celles à chaque extrémité, je n'en ai aucun souvenir. Je suis pourtant certain qu'elles n'existaient pas. Elles font désormais partie intégrante du complexe, comme si elles avaient toujours été là. Mais ce qui m'a le plus bouleversé, c'est ce que j'ai découvert en explorant les pyramides de Dachour. Pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup, que ce qui rendait Gizeh si exceptionnel, c'était que nulle part ailleurs en Égypte on ne retrouvait des pyramides de cette qualité architecturale. On passait d'anciennes structures imparfaites, comme la pyramide rhomboïdale, à la grandeur inégalée de Khéops. J'ai vu la rhomboïdale de mes propres yeux, j'ai observé son angle de construction étrange, résultat d'un ajustement en plein chantier, preuve d'une époque encore expérimentale. Et pourtant, aujourd'hui, on parle du plus grand calme de la pyramide rouge, située à 1 kilomètre à peine de la rhomboïdale. Elle serait, selon les données actuelles, quasiment aussi parfaite que celle de Gizeh, avec une hauteur atteignant environ 75% de celle de Khéops. Elle est là, massive, géométriquement impeccable. Pourtant, je ne l'avais jamais vue ni même entendu mentionner auparavant. J'aurais forcément été intrigué par une pyramide aussi impressionnante à proximité immédiate. Mais rien. C'est comme si elle avait surgi dans la réalité récemment. Pour ne pas perdre pied, j'ai décidé de poser des questions à mes collègues égyptiens ici dans le Golfe. 30 personnes différentes, interrogées individuellement. Je leur ai demandé d'identifier la pyramide rouge, de nommer la plus grande pyramide de Gizeh, et de me dire s'ils se souvenaient des petites pyramides alignées à côté des grandes. Aucun n'a donné les bonnes réponses selon ce que montre aujourd'hui la réalité. Plusieurs étaient tellement interloqués qu'ils ont appelé leur famille pour vérifier sur place. Et ce flou ne s'arrête pas là. Même les résultats sur Google se contredisent. Une simple recherche sur pyramide de Khéops vous donne des images de Khéphren, et inversement. Même des sites spécialisés s'y perdent, affichant des informations contradictoires. Tout cela me pousse à penser qu'il ne s'agit pas de simples erreurs de mémoire. Quelque chose a changé.
Que ce soit dans nos souvenirs, dans notre perception ou dans la réalité elle-même, je n'arrive pas à l'expliquer. Mais ce que je sais, c'est que l'histoire que je connaissais semble avoir été modifiée. Et s'il y a eu des ajouts ou des réarrangements dans notre réalité, ils méritent d'être examinés de plus près. Car il est possible qu'ils soient les pièces d'un puzzle bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Et si c'était une station énergétique, une gigantesque batterie destinée à alimenter des vaisseaux venus d'ailleurs? Aussi farfelue qu'elle puisse paraître, cette hypothèse s'appuie sur une série d'observations troublantes et de données techniques. D'abord, la précision géométrique de la pyramide, alignée presque parfaitement sur les 4 points cardinaux, sa base est d'une régularité difficile à atteindre même aujourd'hui. Ensuite, le choix des matériaux, les blocs de calcaire blanc, aujourd'hui disparus, auraient été capables de réfléchir fortement la lumière solaire, tandis que le granit des chambres internes, riche en quartz, possède des propriétés piézoélectriques, c'est-à-dire qu'il peut générer de l'électricité sous pression. Selon certains chercheurs indépendants, la Grande Pyramide aurait fonctionné comme un accumulateur d'énergie, exploitant les vibrations telluriques, l'humidité du sous-sol et même la résonance acoustique naturelle du monument. En d'autres termes, elle produisait une énergie, pas pour les lampes ou les machines humaines, mais pour un usage bien plus étrange, le ravitaillement d'engins volants non terrestres. Des récits anciens décrivent des dieux descendus du ciel dans des barques brillantes ou des étoiles vivantes. Ces descriptions, souvent interprétées comme des métaphores spirituelles, sont parfois relues sous un angle technologique, et si ces êtres étaient des visiteurs venus d'autres planètes? Et si leurs véhicules célestes avaient besoin de sources d'énergie pour repartir? C'est là que la pyramide entre en jeu. Selon la théorie, elle n'aurait pas seulement produit de l'énergie, mais l'aurait stockée et concentrée pour alimenter, lors de certaines conjonctions célestes, les vaisseaux stationnés au-dessus du plateau. Un système de recharge, à la fois terrestre et stellaire. Des témoignages modernes viennent nourrir le feu de cette spéculation. Des observateurs, y compris des militaires en poste en Égypte, ont rapporté des phénomènes lumineux inhabituels autour des pyramides, sphères brillantes, faisceaux montants, interférences électromagnétiques. Rien d'expliqué officiellement. Juste des notes classées, des dossiers qui s'accumulent, et un silence persistant. Un ancien ingénieur du Pentagone aurait affirmé, lors d'une interview anonyme dans les années 90, que la structure de la pyramide avait été reproduite à petite échelle dans une base expérimentale du Nevada. Le but? Tester son rendement énergétique. Les résultats n'ont jamais été publiés. Et si les pyramides étaient encore actives, mais en sommeil? Et si elles attendaient simplement le retour de ceux qu'elles servaient? Non pas des dieux, mais des voyageurs. Des pilotes. Des entités dont la technologie défie notre compréhension, mais dont les besoins fondamentaux, comme l'énergie, sont universels. Pour l'instant, cette hypothèse reste confinée au cercle de recherche alternatif. Cela fait plus de 10 ans que je relis les points. Et quelque chose se dessine. Je le ressens viscéralement. Ce que j'écris ici n'est pas une théorie, ni un simple délire conspirationniste. C'est un avertissement. Ou peut-être une sorte de balise temporelle. Si quelque chose devait arriver prochainement, je veux que ce témoignage soit là, posé quelque part, avant que le récit ne soit réécrit par ceux qui tiennent les rênes de l'information. Voici l'essentiel, je suis convaincu qu'il existe quelque chose sous nos pieds. Pas seulement des grottes ou des réseaux volcaniques. Je parle de cités. D'intelligence. D'une forme de vie, peut-être extraterrestre, peut-être ancestrale. Ou les deux. Et je pense qu'elles sont sur le point de se révéler, ou que nous allons accidentellement les forcer à sortir de l'ombre. Mais pour comprendre, il faut revenir en arrière. En 1947, l'amiral Richard Byrd, célèbre explorateur polaire américain, a dirigé une expédition colossale en Antarctique, connue sous le nom d'opération Egg Jump. Officiellement, il s'agissait de recherche scientifique. Officieusement, l'opération avait des allures de campagne militaire, 13 navires, des porte-avions, des milliers d'hommes. Pourquoi une telle puissance de feu pour un simple continent de glace?
Certains parlent de la traque de base nazie. Mais d'autres, se fondant sur des journaux prétendument secrets de Byrd, évoquent une toute autre rencontre. Selon ces récits, l'avion de Byrd aurait été détourné de sa trajectoire près du pôle. Au lieu des étendues glacées, il aurait découvert une zone chaude, verdoyante, peuplée de mammouths et d'une technologie inconcevable. Il y aurait rencontré des êtres grands, lumineux, pacifiques, qui lui auraient adressé un avertissement: l'humanité risquait de compromettre l'équilibre de toute vie, en surface, mais aussi sous terre. Ils étaient particulièrement préoccupés par notre usage des armes nucléaires. C'était 2 ans après Hiroshima et Nagasaki. L'humanité venait à peine de briser l'atome. Et ce geste aurait peut-être résonné bien au-delà de l'atmosphère. Une sorte d'alarme. Non seulement pour ceux qui viendraient des étoiles, mais aussi pour ceux qui vivent sous nos pieds. Car depuis 1945, les observations d'OVNI autour des sites nucléaires se sont multipliées. Ce n'est pas une légende urbaine, les dossiers militaires déclassifiés parlent d'objets volants silencieux qui désactivent des ogives, qui planent au-dessus de bases stratégiques, qui perturbent des systèmes entiers sans jamais se montrer hostiles. Los Alamos, Minot, Malmstrom, même des sous-marins nucléaires en plongée, partout, ces apparitions suivent un motif. Elles interviennent, elles observent, elles neutralisent. Ce n'est pas du hasard. C'est une réponse organisée. Une surveillance. Et cela correspond exactement à ce qu'auraient dit ces êtres à Byrd: nous vous avons laissé jouer avec vos armes, mais maintenant, vous mettez en péril toute vie, au-dessus comme en dessous. Qu'on croit ou non à ce journal, le constat reste le même: dès que nous avons franchi la ligne atomique, ils se sont manifestés. Pas pour envahir. Pour contenir. Et si les ovnis ne venaient pas du ciel? S'ils venaient d'en dessous? Regardons du côté de l'Égypte. Les pyramides fascinent depuis toujours, leur ancienneté, leur alignement avec les étoiles, leur construction énigmatique. Mais peu de gens savent qu'on continue encore aujourd'hui à découvrir ce qui se cache sous elles. Grâce au radar à pénétration de sol, des anomalies gigantesques ont été révélées sous le plateau de Gizeh, des vides de la taille d'un avion de ligne, des puits profonds remplis d'eau, des chambres scellées depuis des millénaires. En 2023, on a mis au jour une structure à plus de 15 mètres sous le sable, totalement inconnue jusque-là. Nous n'avons littéralement fait qu'égratigner la surface. Et si ces pyramides n'étaient pas que des tombeaux? Et si elles étaient des balises? Des entrées? Ou des hommages érigés à ceux venus des profondeurs? Ce genre de récit n'est pas isolé. Dans toutes les traditions du monde, il existe des mythes sur des mondes souterrains: Agartha, Shambhala, Patala, le dieu égyptien. Les Hopis parlent du peuple fourmi, qui les aurait guidés sous terre pour survivre à 2 cataclysmes planétaires. Dans les textes hindous, les Nagas vivent dans des cités souterraines, remplies de cristaux lumineux. Même le christianisme a enfermé l'enfer sous terre et le paradis dans les cieux. Il y a une mémoire ancienne, gravée dans notre inconscient collectif, qui nous murmure que sous nos pieds se cache autre chose. Et la science ne contredit pas cette possibilité. Nous avons foré moins de 0,2% de la croûte terrestre. Il existe des écosystèmes entiers à des kilomètres de profondeur, des formes de vie qui prospèrent sans lumière, dans une chaleur étouffante. Des grottes assez vastes pour abriter des gratte-ciel. De l'eau liquide sous l'Antarctique. Des lacs scellés depuis des millions d'années. Voici ce que je crois, aussi improbable que cela puisse paraître: quelque chose est là-dessous. Depuis longtemps. Peut-être avant nous. Peut-être que nous sommes les intrus. Et quand nous avons fait exploser nos premières bombes, ils nous ont remarqués. Byrd les a vus. Ils l'ont prévenu. Depuis, ils nous surveillent. Ces objets dans le ciel ne sont pas des envahisseurs. Ce sont des gardiens. Des sentinelles. Peut-être même des prisonniers. Et nous devenons trop curieux, trop bruyants, trop dangereux. Mon intuition? Quelque chose va bientôt céder. Soit nous creusons trop profondément. Soit quelque chose remontera pour nous arrêter. Et quand ce jour arrivera, je veux que ce message existe. Pas pour me mettre en avant. Pour qu'il reste une trace. Un contexte.
Parce qu'au moment où les gouvernements balbutieront des explications bancales et que les médias tenteront de remodeler l'histoire, souvenez-vous simplement, quelqu'un l'avait dit. Parmi toutes les énigmes des pyramides, une demeure insaisissable, celle des nombres. Leur présence discrète, presque camouflée, dans les dimensions, les angles, les proportions. Comme si la pierre elle-même murmurait une équation. Une équation que seule une civilisation avancée, ou éveillée, aurait pu écrire. Certains pensent que les pyramides ne sont pas que des monuments, mais des messages codés, rédigés dans la seule langue que toute intelligence de l'univers puisse comprendre, les mathématiques. Cette théorie s'appuie sur une accumulation fascinante de correspondances numériques. La hauteur originelle de la Grande Pyramide, par exemple, rapportée à sa base, donne une approximation étonnamment précise du nombre pi. Son périmètre, une fois converti dans certaines unités anciennes, correspond presque exactement à la circonférence de la Terre. D'autres proportions évoquent le nombre d'or, si présent dans la nature et les œuvres d'art. Coïncidence ? Peut-être. Mais le hasard a rarement autant de rigueur. Ce que certains chercheurs proposent, c'est que ces relations ne sont pas accidentelles. Les bâtisseurs de la pyramide auraient intentionnellement codé des constantes universelles dans la structure même du monument. Une sorte de langage silencieux, incrusté dans la pierre, destiné non pas aux Égyptiens de l'époque, mais à ceux qui, plus tard, sauraient déchiffrer l'algèbre de l'univers. La géométrie sacrée, concept central dans de nombreuses traditions antiques, semble omniprésente. Des multiples de 3, 7, 12, 72, des nombres qui résonnent dans les cycles cosmiques, les rythmes biologiques, les traditions spirituelles. Chaque proportion, chaque angle pourrait correspondre à une vérité fondamentale sur la matière, l'énergie, le temps. Des chercheurs indépendants ont tenté de compiler ces relations dans des grilles mathématiques. Certains affirment que les pyramides contiendraient des schémas révélant la structure de l'ADN ou les cycles d'évolution des civilisations. D'autres parlent de codes capables de prédire les alignements planétaires majeurs, voire les changements d'air. Et si ces structures n'étaient pas uniquement destinées aux humains ? Le physicien Carl Sagan avait déjà évoqué l'idée que si une civilisation voulait entrer en contact avec une autre intelligence, elle utiliserait les mathématiques, le seul langage véritablement universel. Et si les pyramides étaient un signal ? Un message adressé à des êtres d'ailleurs, ou à nous-mêmes, bien plus loin dans le temps. Peut-être avons-nous déjà reçu ce message, mais nous ne savons pas encore le lire. Peut-être sommes-nous, aujourd'hui, à l'aube de comprendre que la Grande Pyramide n'est pas un monument du passé, mais une équation laissée dans le futur. Une clé pour qui saura entendre les chiffres gravés dans la pierre, et comprendre que la vérité n'est pas cachée dans les mots, mais dans les rapports, les rythmes, les formes. Cette structure plus ancienne daterait d'avant le déluge. Pas un mythe, pas une image poétique, mais une catastrophe bien réelle, globale. Le même cataclysme dont parle la Bible avec l'histoire de Noé. Ce déluge aurait été celui qui a effacé l'Atlantide de la surface du monde, non pas une île de l'Atlantique comme on l'a souvent imaginé, mais une civilisation entière, rayée de la carte par une montée des eaux subite et dévastatrice. Et le lieu que les anciens ont appelé Atlantide se trouverait en réalité dans l'actuelle Mauritanie, dans une formation géologique circulaire étrange et massive, la structure de Richa. C'est là, au cœur du désert, que l'on retrouverait les traces effacées d'une culture technologiquement avancée, détruite en un instant. Et c'est de là que seraient venus les survivants, ceux qui ont porté leur savoir dans d'autres terres, cherchant à reconstruire ce qu'ils avaient perdu. L'Égypte aurait été l'une de ces colonies, fondée sur les restes de cette mémoire disparue. Dans cette histoire oubliée, Noé n'est pas simplement le patriarche d'une lignée biblique. Il est un témoin du cataclysme, un chef rescapé de l'ancienne Atlantide. Après la naissance de Canaan, son épouse l'aurait quitté, emportant avec elle l'enfant et la moitié de ses biens, pour fonder une nouvelle nation portant le nom de son fils. Ce territoire, devenu plus tard Canaan, aurait été nourri par une partie des richesses et des connaissances de la civilisation atlante. Parmi les possessions emportées figuraient des objets d'une complexité qui défie la compréhension moderne, des récipients en pierre si parfaitement usinés qu'ils dépassent de loin ce que l'on croyait possible avec les outils de l'époque.
Leur symétrie, leur précision, leur polissage. Tout indique une fabrication à l'aide d'une technologie avancée, probablement fondée sur un système de calcul en base 6 et utilisant des machines à commande numérique, l'équivalent ancien de nos CNC contemporaines. Ces objets, retrouvés sous les ruines d'une pyramide fracturée, ne sont pas les seuls témoins d'un passé oublié. Ils sont les preuves silencieuses d'un savoir perdu. Les dynasties égyptiennes qui suivirent, aussi brillantes soient-elles, n'ont jamais pu égaler ce niveau de précision dans la taille de la pierre. Leur art, aussi raffiné qu'il ait été, trahissait l'absence de cette technologie originelle. Ce que nous appelons histoire n'est peut-être que la surface. Sous les sables, sous les pierres, sous les mythes, dort une autre mémoire. Une mémoire faite d'eau, de feu, de pierre et de lumière. Et petit à petit, elle revient à la surface. Elles seraient des machines spirituelles, des catalyseurs de transformation, conçus non pour enterrer le corps, mais pour libérer l'âme. Cette théorie, peu connue du grand public mais chuchotée dans les cercles hermétiques depuis des siècles, repose sur un principe fondamental: les Égyptiens n'avaient pas une vision linéaire de la mort. Pour eux, la vie terrestre n'était qu'un fragment d'un voyage beaucoup plus vaste. L'âme, après la mort, poursuivait sa route à travers différents plans d'existence. Mais ce passage, pour se faire correctement, devait être guidé, ritualisé, et parfois même amplifié. Les pyramides auraient été bâties comme des portails initiatiques, non pour honorer les morts, mais pour transformer leur essence. Leur géométrie, l'orientation vers les étoiles, la composition des matériaux, tout aurait été conçu dans un but: permettre à l'âme du défunt de se désengager pleinement de la matière et d'accéder à la réincarnation consciente, un cycle maîtrisé, volontaire, presque dirigé. La chambre du roi dans la Grande Pyramide, notamment, est souvent décrite comme un espace hors du monde. Sans décoration, sans ornement, elle ressemble à une cellule vibratoire. Selon certains textes anciens, des prêtres y réalisaient des rites sonores complexes, utilisant des chants, des percussions et des encens spécifiques. Le défunt, placé au centre, n'était pas simplement enterré, il était éveillé. Le but ? Permettre à sa conscience de se détacher proprement de l'enveloppe physique, de rejoindre l'au-delà avec lucidité et de choisir sa prochaine incarnation. Dans les écoles de mystère d'Hermopolie et d'Héliopolie, des écrits évoquent un processus appelé Reneige, que l'on peut traduire par « renaître dans la lumière ». Ce rituel n'était pas réservé à tous. Seuls ceux ayant suivi un chemin de purification intérieure pouvaient l'accomplir. La pyramide devenait alors un outil alchimique, elle séparait le subtil du dense, l'esprit du corps, pour le faire passer d'un cycle de vie à un autre. Certains chercheurs alternatifs affirment que la disposition interne des pyramides mime symboliquement le voyage de l'âme: descente dans les profondeurs, la chambre souterraine, passage par la galerie ascendante, l'initiation, et enfin, élévation vers la chambre du roi, la renaissance. La structure elle-même serait un labyrinthe initiatique, destiné à reproduire le processus de réincarnation cosmique. Plus étrange encore, des témoignages modernes font état de visions, de rêves intenses, voire de vécus de vie antérieure, vécus par certaines personnes ayant médité longuement à l'intérieur des chambres. Certains parlent même d'avoir vu leur propre mort passer, ou d'avoir ressenti des souvenirs ne leur appartenant pas, hallucination ou activation d'un processus oublié. Pour ceux qui adhèrent à cette théorie, les pyramides ne sont pas des tombeaux. Ce sont des outils d'ascension. Elles ne célèbrent pas la fin, mais le recommencement. En avril 1799, au cœur de sa campagne d'Égypte, Napoléon Bonaparte aurait passé une nuit seul dans la grande pyramide de Khéops, à Gizeh. Cet épisode, devenu quasi légendaire, est entouré de mystères. À son retour, il aurait eu le visage grave, visiblement marqué par l'expérience. Lorsqu'un de ses officiers lui demanda ce qui s'était passé à l'intérieur, Napoléon aurait simplement répondu « Vous ne me croiriez jamais », sans jamais en dire davantage. Cet instant nourrit depuis des siècles l'imaginaire collectif. A-t-il eu une révélation, une vision, ou simplement une expérience intime marquante au cœur de l'un des lieux les plus chargés de symboles de l'histoire humaine? Rien n'a été confirmé,
mais cette nuit solitaire dans la pyramide est souvent interprétée comme un moment initiatique, presque mystique. Quelques mois plus tard, en juillet 1799, alors que les troupes françaises occupaient toujours l'Égypte, un événement d'une importance historique majeure survient. Des soldats français, sous le commandement du lieutenant Pierre-François Bouchard, découvrent un étrange fragment de pierre à Rosette, une petite ville du delta du Nil. Cette pierre, qui sera plus tard appelée la pierre de Rosette, contient un même texte gravé en 3 écritures différentes, en hiéroglyphes, en démotique, une écriture cursive de l'égyptien ancien, et en grec ancien. Le texte est un décret royal datant de 196 avenue Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Ptolémée V. À l'époque, seul le grec et le démotique pouvaient être lus et compris. Grâce à cette pierre, les savants allaient bientôt pouvoir comparer les versions connues à l'inconnu des hiéroglyphes. Ce fragment allait devenir la clé du déchiffrement de l'écriture des anciens Égyptiens, restée incomprise pendant plus de 1000 ans. C'est grâce à elle, et après des années de travail comparatif et linguistique, que Jean-François Champollion parviendra à percer le code des hiéroglyphes en 1822, ouvrant les portes de l'égyptologie moderne. Ce lien entre la nuit solitaire de Napoléon dans la pyramide et la découverte de la pierre de Rosette, à seulement quelques mois d'écart, intrigue. Si les faits sont séparés et sans lien direct, leur juxtaposition semble presque symbolique, comme si le silence millénaire de l'Égypte antique s'apprêtait à être brisé, après avoir été touché par l'ambition intellectuelle de Napoléon. Ce dernier n'était pas seulement un chef militaire, mais aussi un homme fasciné par la connaissance, les civilisations anciennes et leur pouvoir symbolique. La campagne d'Égypte, bien qu'un échec stratégique, a permis une avancée scientifique et culturelle majeure, et ces 2 épisodes en sont des symboles puissants. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.